Donc, on est là pour vous parler de ça. Donc, c'est le cahier d'activité des tiers-lieux, qui est une ressource qui est disponible et qui existe, qui est ouverte, qui est libre, qui est mis à disposition par la compagnie des tiers-lieux et les acteurs qui ont participé à sa réalisation. Vous pouvez le retrouver, je vais vous mettre le lien en ligne, sur le site internet de la compagnie des tiers-lieux. Et on vous demande juste, quand vous le téléchargez, de renseigner votre contact. L'idée est que si quelqu'un à un moment a envie de développer cette ressource, il est à disposition le maximum de personnes qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé pour, dans une logique de commun, soit de monter une communauté, soit de se nourrir des retours d'expérience et des retours d'usage sur cette ressource. Donc voilà, bon, je vous invite plutôt à la télécharger après, on va essayer de vous la présenter rapidement. Je passe d'abord la parole peut-être à Claire-Marie, si en 5 minutes tu peux nous refaire la genèse, l'origine de cette ressource du cahier d'activité. Yes. Bonjour à tous. Donc, à la base, ce cahier d'activité, c'était avant que la compagnie des tiers-lieux soit structurée, etc. C'était juste un groupe de gens, d'acteurs qui avaient des expériences dans les tiers-lieux plutôt lillois. Et donc, il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir en nous posant des questions qui étaient toujours les mêmes. J'ai un projet de tiers-lieu, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc, en fait, c'était globalement toujours un peu le même type de questions. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de fédérer les gens, de faire en sorte que les gens se rencontrent. Et par ailleurs, on s'est rendu compte qu'on avait déjà, à l'époque, une dizaine d'années d'expérience dans la gestion, l'animation de tiers-lieux. Et on s'est dit, il nous faudrait quelque chose pour formaliser un peu tous nos apprentissages, pour pouvoir passer et partager ce qu'on sait. Donc, on s'est réunis dans une résidence design. À Lille, le design est hyper à la mode en 2020, puisque c'est l'année de la capitale mondiale du design. Bon, 2020, année de la loose, mais voilà. Donc, on a fait une résidence design. On s'est réunis une dizaine de personnes, toujours des gens de notre écosystème de l'innovation sociale et des tiers-lieux, en se disant comment on fait pour passer ce qu'on sait sur les tiers-lieux. En réfléchissant très vite, on s'est dit on ne va pas faire un livre blanc des tiers-lieux, parce que sinon on va passer 3 jours à définir ce qu'est un tiers-lieu, et puis ce n'est pas notre mode de pensée de dire un tiers-lieu c'est ça. Et on s'est dit plutôt on va faire l'équivalent un peu d'un cahier de devoirs de vacances où les gens vont construire eux-mêmes leur projet de tiers-lieu. Donc l'idée de ce cahier d'activité, c'est juste que ça vous pose des questions auxquelles collectivement vous allez répondre pour réussir à dessiner votre propre tiers-lieu. La manière dont ça fonctionne le mieux, moi qui l'utilise souvent pour des clients du public ou du privé, c'est parce que souvent on a des projets de tiers-lieu et on en parle pendant des années, etc. Et en fait, quand on pose des questions, on se rend compte que les gens ne parlent pas exactement de la même chose. Là où c'est le plus opérationnel, cet objet, cet outil, c'est globalement quand on réunit des élus qui ont un projet de tiers-lieu dans une ville, ou des décisionnaires, des financeurs, des techniciens, des opérationnels qui vont développer et des futurs usagers. Donc, en fait, ça permet de poser les questions pour savoir si on parle vraiment de la même chose, pour se rendre compte qu'on ne parle pas toujours de la même chose et pour pouvoir repartir sur des bases plus opérationnelles. Voilà, donc ça interroge toute une série ça questionne plein de choses. Les financements, la communauté, c'est très axé et très marqué sur notre culture à nous des tiers-lieux qui sont des tiers-lieux collaboratifs, co-gérés et qu'on peut dire un petit peu open source, mais c'est tout à fait adaptable. Vous n'hésitez pas, vous, s'il manque des exercices, des questions, à l'adapter. Voilà globalement pour le pitch du truc. Merci beaucoup Claire-Marie. Donc l'idée c'est de vous présenter là brièvement de quoi est composé ce cahier d'activité. Donc en effet c'est un recueil de techniques d'animation. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué des petits ateliers collaboratifs, de la facilitation, l'intelligence collective. Finalement c'est comment amener les bons questionnements
à un collectif qui a envie de faire tiers-lieu. Et ce cahier d'activités, c'est donc un recueil d'activités à mener avec son collectif. Alors, soit toutes les activités pendant 3 jours intensifs, soit quelques activités de temps en temps lorsque le collectif se réunit. Ça, c'est à vous de voir comment vous animez votre collectif. Et donc, l'objectif de ce matin, c'est de prendre les 5-10 dernières minutes pour vous montrer en fait c'est quoi ces activités. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit sur la ressource. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous, de vous investir dans le développement de cette ressource ou de vous en saisir un peu plus, on se retrouve demain matin plus longuement pour travailler vraiment sur cet objet-là. Ça vous va? Donc, un recueil d'activités. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer en fait de quoi il est fait. Et puis, on va les balayer les unes après les autres très brièvement. Et Claire-Marie, n'hésite pas à m'interrompre. Il y a certaines activités que je maîtrise moins que d'autres. Est-ce que vous voyez bien l'écran normalement? Oui, je vais essayer de passer en plein écran et vous me dites si ça fonctionne toujours. Pouce ou pas pouce? Est-ce qu'on est en plein écran? Très bien. Donc, voici la première activité du cahier, l'activité 1 sur le territoire. Et donc, vous pouvez voir qu'on se pose un certain nombre de questions et on essaye d'évaluer le niveau du collectif, en fait, sur sa gestion des questions politiques, de stratégie publique, de volonté politique, opportunités techniques et opportunités financières. Et donc, cette activité, elle s'intéresse finalement à ce qu'on appelle les dynamiques descendantes. Vous êtes une communauté, vous voulez faire tiers-lieu sur un territoire, finalement, dans ce territoire-là, quels sont les trucs qui vous tombent dessus? Des opportunités financières, des opportunités techniques, mais aussi finalement vous vous inscrivez dans un champ politique. Donc quels sont les trucs qui viennent d'en haut dans lesquels vous vous inscrivez? Est-ce que vous avez repéré des choses? Si oui, vous pouvez mettre 5, la volonté politique, on la connaît super bien. Le maire du village, il est dans notre collectif, donc la niveau 5, et on sait pourquoi on fait ça. Ou alors 0, on s'en moque complètement, on n'a jamais regardé ce qui se passait à l'extérieur côté politique et on n'a rien repéré. Et à la limite, peut-être qu'on n'a pas envie de repérer des choses. Voilà. Mais c'est ce genre de questions qu'on se pose. Activité numéro 2, toujours sur le territoire, mais cette fois les dynamiques ascendantes. Qu'est-ce qui se passe autour de vous dans votre territoire? Est-ce qu'il y a des groupes d'habitants qui sont mobilisés? Est-ce qu'il y a des besoins du territoire qui ont été identifiés auxquels vous avez envie de répondre? Est-ce que vous avez des lieux finalement dans lesquels vous vous réunissez ou qui pourraient accueillir le projet? Et quels sont les équipements disponibles qui ont envie de participer avec vous? Ça, dynamique descendante, dynamique ascendante sur votre territoire. Voilà. Et vous vous posez les questions. Qu'est-ce que vous avez repéré avec votre collectif? Activité numéro 2, les envies du collectif. Vous avez envie de faire tiers-lieu, très bien, mais est-ce que tout le monde a les mêmes envies? Probablement pas, et il vaudrait mieux pas, ce serait inquiétant. Et donc là, vous avez un petit jeu de post-it où chacun peut s'exprimer sans être trop biaisé par les autres ou par le ou la leader charismatique du groupe qui a tout compris et qui va tout expliquer aux autres. Les post-it vont vous permettre à chacun de vous exprimer avant d'être pollué par les idées des autres. Et c'est le moment où en fait chacun va poser sur la table ou dans le cahier ses envies. Et ensuite, il y a un jeu assez classique de facilitation, pour ceux qui connaissent, de catégorisation. C'est-à-dire que dans les envies, est-ce qu'il y a des catégories qui ressortent, des tendances? Ça, c'était l'activité numéro 2. Activité numéro 3, vous pouvez voir le type de lieu. Donc là, c'est pareil, un curseur, c'est différentes tensions qu'on peut retrouver dans des lieux. Si vous avez un collectif dans un lieu, voilà des choix en fait, qui peuvent s'opposer. Et donc, ça permet d'avoir une discussion. Vous êtes 12 autour de la table, vous vous dites, en fait, ce qu'on veut faire, est-ce que c'est plutôt du travail collectif ou du travail solo? Donc, si des gens se réunissent pour faire un coworking autogéré, pour pouvoir développer leurs activités de leur côté, ils vont dire, ah ben non, moi, la priorité, c'est quand même travail solo. C'est cool qu'on soit ensemble, et ça me fait chaud au cœur, mais si je veux faire tiers-lieu à ce moment-là, c'est pour pouvoir développer les activités de mon côté. Si des personnes se réunissent pour monter des événements ensemble, ce sera 100% travail collectif. Voilà. Confort individuel, convivialité, travail manuel, travail intellectuel, silencieux, sonore. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Le but de ces tensions-là, c'est qu'il n'y a pas un bon et un mauvais côté. Faire tiers-lieu, ça ne veut pas forcément dire être en extrémiste, collectif, convivialiste tout le temps. Ça ne veut pas dire ça. Donc chaque côté est intéressant. Par contre, votre collectif a peut-être des visions différentes et il vaut mieux se poser ces questions-là avant de se lancer plutôt que s'en rendre compte 6 mois trop tard. Ça, c'était l'activité 3, les tensions dans le type de lieu. Activité 4, les activités.
qu'est-ce que vous avez envie d'y voir et d'y faire dans ce lieu-là? Et donc, il y a certains types d'activités qu'on retrouve souvent qui sont proposés. Fab Lab, hébergement d'entreprise, casier, laverie, espace artistique. Et vous avez des cases disponibles pour en proposer d'autres. Vous pouvez aussi entourer celles que vous voulez absolument, souligner celles où vous dites pourquoi pas et mettre des croix sur celles où vous dites surtout pas. Voilà. Vous voyez, après, c'est de la facilitation. C'est à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire de ce canevas-là. L'activité 5, c'est sur l'espace. Donc là, la première, c'est de se dire, bah, chacun prend le plan de l'espace et puis commence à dessiner ce qu'il a envie de voir, comment il l'imagine en fait cet espace-là. Alors, vous pouvez faire ça individuellement, puis ensuite présenter chacun. Vous pouvez faire ça tout de suite collectivement, ça c'est à vous de voir. Un autre exemple, s'il y a plusieurs étages, plusieurs lieux déjà prédéterminés. Activité 6, l'accueil. Ça, c'est des questions assez intéressantes de se dire finalement, ces questions-là, elles peuvent paraître très, très concrètes et très engageantes. Enfin, on se dit, bah, comment on va accueillir notre tiers-lieu? Si vous êtes 6 mois avant que le lieu s'ouvre, vous pouvez vous dire, non, non, on se demandera ça plus tard. Mais en fait, ces questions-là, on ne se les demande pas pour sortir un protocole. Si vous vous posez ces questions-là avec votre collectif, c'est qu'en fait, là, par exemple, l'accueil, c'est quelque chose qui va montrer très clairement le style de votre lieu, de votre collectif. Et donc, même si vous n'avez pas de lieu, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et peut-être que des personnes ont des divisions différentes et en fait que ça va sortir en fait des tensions au sein du collectif, des tensions qu'on peut appeler fécondes, c'est-à-dire intéressantes. Si quelqu'un pense que il faut sur l'accueil, dans votre tiers-lieu, on est accueilli par personne, les gens se débrouillent, les usagers, une personne dédiée ou une autre idée. En fonction de cette vision-là, ça montre que les gens ne se projettent pas de la même manière dans le projet. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces discussions-là. Si je viens pour la première fois, qu'est-ce qu'on me dit en premier? Voilà. Donc, c'est des petites choses, mais qui ont été identifiées comme très révélatrices du style et de l'ambiance, de l'atmosphère et de la nature de votre communauté. Donc, même si vous n'avez pas de lieu, je vous invite à vous poser ces questions-là. Et il y a même des personnes qui m'ont dit que quand ils sont tout seuls, très en amont, et qu'ils ont envie de faire quelque chose sur un territoire, ces questions-là sont stimulantes quand même. Parce qu'ils ne vont pas aborder les gens ou pas leur poser la même question quand ils vont essayer de faire communauté. Activité 7, le nom. Donc, ça peut marcher pour un tiers-lieu, mais ça peut aussi marcher pour votre communauté qui essaye de faire tiers-lieu. Donc là, l'idée, c'est un outil qui s'appelle la fleur de lotus. Au centre de la case, vous mettez la question que vous vous posez. Donc, par exemple, quel nom pour notre communauté, quel nom pour notre lieu, ou alors quel nom pour notre projet, etc. Et vous faites un premier brainstorming dans les cases qui entourent cette question-là. Ce n'est pas forcément un brainstorming définitif, c'est-à-dire quel nom pour notre projet. Le premier brainstorming, vous pourriez très bien dire un nom rigolo, ça peut être ça. Un nom rigolo. Quelqu'un d'autre va tout de suite dire une idée de nom. Et quand vous avez fini le premier tour de remue-ménage, excusez-moi, les anglicismes ne sont pas forcément tolérés, vous avez 8 propositions, vous prenez chacune de ces propositions et vous refaites un brainstorming ou un remue-ménage là-dessus. Ça va vous permettre d'avoir une grande panoplie de propositions et peut-être de trouver la perle qui va créer du consensus ou du consentement et qui va unir votre communauté. Voilà pour le nom. La communauté, activité 8. Donc là, c'est pareil, quelques situations très emblématiques qui montrent bien comment votre communauté fonctionne. Donc, la plus importante, la chaudière vous lâche. Voilà. Vous êtes dans votre lieu, vous avez une communauté, dans 2 ans, la chaudière vous lâche, qu'est-ce qui se passe? Comment vous réagissez? Et donc là, chacun s'exprime dans le collectif sur comment il voit les choses. Et ça montre bien différents styles. Donc, on peut avoir l'organisateur extrémiste qui dit bah, c'est pas compliqué, je prends mon téléphone, j'appelle un chauffagiste, il est là l'après-midi et puis c'est résolu et puis on s'embête pas. Et quelqu'un d'autre qui dit bah non, il faut surtout faire une délibération collective pour décider faut-il ou pas réparer la chaudière à cause de son impact écologique, c'est une bonne occasion. Voilà. Et en fonction des 2 réactions, l'organisateur va halluciner et va dire à l'autre que c'est un fou et le démocrate extrémiste va dire à l'organisateur que c'est intolérable de prendre une décision comme ça sans consulter le collectif. Si vous avez 2 personnalités comme ça dans votre communauté, ça va prendre du temps, mais ça peut être sympa. Donc voilà, c'est ce genre de discussion qu'il vaut mieux avoir en amont plutôt que le jour où la chaudière lâche. Vous vous faites bâcher sur Twitter, ce qui est peu probable parce que vous êtes exemplaire, mais sait-on jamais.
quelqu'un vient dans votre tiers-lieu, est insupportable, la personne en charge de sortir les boulets s'occupe de ça et la personne vous insulte pendant 3 semaines sur Twitter, Facebook, etc. Comment vous gérez ça? Préparez une grosse fête pour les 1 an dans votre lieu. Intéressant, ça parle à tout le monde ça en fait. Donc vous êtes capable, tout le monde autour de la table, de vous projeter dans des événements comme ça et de dire comment vous voyez le fonctionnement de la communauté. Et si c'est une communauté émergente, mais même si c'est une communauté fonctionnelle depuis longtemps, vous allez voir que les visions ne sont pas les mêmes en fait. Et c'est ça dont vous devez parler en amont. Vous ne devez pas forcément trouver des solutions, parce que parfois c'est difficile, mais par contre vous devez un peu défricher le terrain. Activité 9, la gouvernance. Donc, dans le point d'interrogation, vous donnez un exemple de situation qui nécessite une prise de décision. Et ensuite, vous avez différentes aides pour vous dire, voilà, en fonction de la nature de cette prise de décision-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la chaudière, est-ce que tout le monde est affecté ou il n'y a que moi? Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est réversible? Blablabla. Vous avez tant de points et donc, en fonction des points, des conseils sur comment décider. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres idées. Donc là, on est sur les principes de délibération, un petit guide d'aide pour jouer autour de prise de décision et comment vous prenez vos décisions. D'expérience dans les communautés, il est plutôt conseillé de ne pas tout prendre en délibération collective, naturellement. Particulièrement dans l'urgence, mais pas que. Il y a des décisions qui ne sont pas urgentes et qui peuvent être prises de manière autonome sur des prises d'initiative avec un concept qu'on appelle la confiance a priori et le contrôle a posteriori. C'est-à-dire tout le monde fait ce qu'il veut un peu quand il veut. Par contre, en toute transparence, et donc il y a des processus pour si quelqu'un un jour prend une mauvaise décision, il y a un contrôle effectif après pour lui dire je pense que tu as pris une mauvaise décision, j'aimerais bien que ça ne se renouvelle pas. Voilà. Et ça permet d'aller un petit peu plus vite. Activité 10, les ressources de votre communauté ou de votre tiers-lieu. Qu'est-ce qu'on retrouve comme matériel? Est-ce que certains d'entre nous ont déjà ça par ailleurs dans une logique d'écologie des ressources pour ne pas devoir réinvestir, etc. Et pareil sur les compétences. Qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce qui nous manque? Activité 11, le modèle économique. Donc, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour que votre modèle de lieu ou vos modèles de communauté ils tiennent le coup dans la durée, ou est-ce qu'il vous manque des choses? Et voilà. Voilà les 11 activités actuelles de ce cahier d'activités-là. Et il nous reste 3 minutes pour ne pas prendre les questions. Merci à tous. Vous pouvez mettre vos questions dans le Frappad et on se retrouve demain matin de 9h45 à 11h30 pour travailler sur le cahier. Sur le cahier d'activité, travailler, enfin en tout cas, nous ce qu'on recherche en tant que communauté lilloise sur cette ressource-là, c'est des potentiels pilotes porteurs de projets ou c'est des personnes qui ont envie de faire communauté autour de cette ressource-là. Et pour nous, faire communauté autour d'une ressource, ça veut dire travailler la ressource. Ça veut dire passer du temps, investir du temps, s'engager sur un temps long, au moins moyen, parfois court, mais là, sur le cahier d'activité, on est au moins sur du temps moyen, et de se dire, moi, cet objet-là, cette ressource, je la trouve super intéressante, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. J'aimerais participer à son développement, sa diffusion, son amélioration, et au fait, par exemple, de créer d'autres versions. La même version pour, comme disait tout à l'heure Fabien du Fabricarium, je voudrais faire la même chose, mais pour le cahier d'activité de réaction dans le cas d'une crise. Donc, le Covid tombe, j'ai mon cahier d'activité et je dois faire les 10 activités de résilience pour rebondir avec mon collectif. Donc, on va s'inspirer de cette ressource-là et on va faire ce qu'on appelle un fork, une fourchette. Et en anglais, quand on fait un fork sur un code informatique, c'est-à-dire qu'on part sur une nouvelle version pour l'adapter à un autre besoin. Donc, on peut très bien envisager de faire un fork, une nouvelle version du cahier d'activité pour la réaction à la crise, par exemple, en s'inspirant des activités. Et nous, on a besoin de personnes pour travailler là-dessus. Et quand on dit travailler, ce n'est pas uniquement améliorer la ressource, ça va être aussi la communiquer, former des territoires à s'en saisir, trouver de l'argent pour payer le travail dessus, etc., etc. Donc, nous, en tant que compagnie de tiers-lieu et avec des copains lillois, on peut s'engager à vous accompagner, à vous former pour animer ce type de commun. Par contre, on ne peut pas travailler… voilà. Aujourd'hui, nous, on n'a personne encore pour travailler sur cette ressource-là. Et donc, on a un petit peu du mal à la faire décoller, à la faire vivre.
Et donc, c'est l'objet aussi de l'atelier de demain. Donc, soyez vigilants. Si vous commencez à adhérer à cette ressource-là, vous allez peut-être être obligé de devoir travailler dessus. Donc, soyez prêts à tomber dans le piège de ce commun-là et de travailler dessus. Je ne sais pas s'il y a des petites questions très techniques, très rapides qu'on peut avoir dans le chat. Je n'ai pas regardé dans le Framapad. Et sinon, on va basculer sur la présentation de Movilab. Peut-être si je peux juste compléter, Benoît. J'ai mis dans le chat là, le GitHub historique sur lequel on avait mis quelques idées pour compléter ce cahier d'activité. Et un des points de développement essentiellement, c'est ce cahier d'activité, il est bien quand on est encore dans l'idée, quand le lieu n'est pas encore tout à fait là. Peut-être qu'une idée de fork, c'est une fois que le lieu est en exercice, voilà, voir comment on peut faire le cahier des tiers-lieux numéro 2. Le lieu est ouvert, ça roule. Qu'est-ce qu'on fait comme petits exercices pour garder la passion, l'envie et tout ça. Pour prendre un autre exemple de nouvelle version de fork et de design à réaliser, il y a par exemple un acteur qui s'est posé la question comment créer un espace qui ressemble à un tiers-lieu, donc un truc sympa, au sein d'une institution. Donc par exemple, si Pôle emploi a des labs d'innovation, ils se disent bon, ça ressemble quand même pas trop à des tiers-lieux, on aimerait que ce soit plus convivial, plus ouvert sur le quartier. Comment on fait? Eh bien, eux aussi, ils ont peut-être besoin d'un cahier d'activité, mais où en fait, ils se posent des questions très comment intégrer de l'ouverture dans une institution existante. Et ce ne sera pas du tout les mêmes questions que ce que je vous ai montré, qui là s'adresse à des communautés assez ouvertes, assez libres. Donc, si vous imaginez un comité de direction d'une antenne de Pôle emploi à se poser ces questions-là, vous voyez bien que ça ne va pas forcément adhérer. Donc, peut-être qu'un des designs intéressants à réaliser, c'est de se dire comment faire un cahier d'activité pour faire un pseudo-tiers-lieu au sein d'une institution et on fait jouer le codir d'une antenne de Pôle emploi en se disant ah oui, ouverture, mais pas trop quand même, c'est dangereux l'ouverture, et de les faire avancer sur ces questions-là. Ça, c'est une demande qui nous a été faite. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de valeur à créer autour de cette ressource-là. Pour l'instant, il y a un tout petit peu d'argent dédié à du pilotage pour commencer à se lancer. Mais ensuite, sur ces communs-là, il y a toute une mayonnaise à faire monter. Donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Nous, on peut vous accompagner un petit peu là-dessus. Mais l'accompagnement ne fait pas grand-chose par rapport au travail qu'il faut fournir pour piloter ces communs-là. Conseil des ministres, pourquoi pas? Innovation publique, c'est à la mode, faut se lancer. Donc après, pour finir là-dessus, vous pouvez très bien laisser votre contact en disant « je ne vais pas piloter ce projet parce que soit je n'ai pas les compétences, soit je n'ai pas le temps. Par contre, je veux bien dédier quelques heures par mois là-dessus. Et dans ce cas-là, si un pilote se manifeste, il saura qu'il peut compter sur vous. » Sur les communs, on voit bien qu'il y a différents profils pour animer une ressource. Il y a des personnes qui vont être en pilotage, qui sont capables d'assurer un peu de stress, un peu de coordination, un peu de volume de travail. Il y a des personnes qui vont être plutôt défricheurs des questions. Et il y a plein de gens qui vont être en soutien, en confiance, qui vont dire bah, « moi, si vous y allez, je veux bien vous filer un coup de main ». Donc, vous pouvez aussi dire ça. Si vous n'avez pas envie de piloter un projet, on ne va pas vous coincer, vous inquiétez pas, on est très bienveillant là-dessus. Donc, vous pouvez juste vous identifier comme soutien, mais sachez que s'il y a 200 soutiens et pas de pilote, il ne se passe rien. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir.